Coucou les quatrièmes. Alors en préambule, je tiens à vous informer que j'ai créé un groupe WhatsApp qui s'appelle Débat avec un S. Pour ceux qui le souhaitent et que ça intéresse, ça pourrait être le moyen de mener des débats ou des tours de table, hein. Alors pour ce faire, il faudra me donner vos coordonnées téléphoniques et de manière à ce que je vous ajoute au groupe. Voilà. En ce qui concerne les mots du jour, j'ai eu des utilisations très judicieuses du verbe enjoliver, hein, comme la musique enjolive le confinement, ou les médecins n'enjolivent pas la situation, hein. Bravo Héloïse, très bonne utilisation. Par contre, je n'ai pas eu d'utilisation de l'expression en toute impunité. Bon, il n'y aura pas de sanction là-dessus, hein. Cette non-utilisation sera faite en toute impunité, justement. Et également une utilisation judicieuse de promiscuité, puisque bien entendu, le confinement favorise la promiscuité. Pardon. Donc, bravo Timothée. Alors, donc je vous avais posé quelques questions sur la lettre de Daniel Salnave, tirée d'un printemps froid. Je vous avais demandé, d'après vous, qui était l'émetteur. Donc, l'émetteur est une dame qui est dans une maison de retraite, hein. Vous avez des indices pour cela. Le gâteau d'anniversaire sur lequel il y aurait eu trop de bougies à son âge. Et puis, quand elle parle des petites, hein, je vous avais demandé, les petites, ce sont les personnes qui travaillent à la maison de retraite, hein, puisque c'est une façon de désigner des personnes plus jeunes. Et donc, le destinataire, a priori, est son petit-fils, puisqu'elle l'appelle mon cher petit, et qu'elle parle aussi de vacances. Ensuite, petite remarque sur des informations implicites. Je vous rappelle, implicite, c'est ce qui n'est pas dit clairement, contrairement à l'explicite. Quand elle dit « Cela ne fait rien, je comprends bien. Vois-tu, je ne m'y attendais pas trop. C'est comme Noël dernier, vous avez si peu de vacances. Et je suis bien ici, très bien même. » Donc ici, c'est la maison de retraite. Et à quoi ne s'attendait-elle pas trop? À sa visite. Donc du coup, on comprend qu'il lui a appris qu'il ne pourrait pas venir la voir. Pour l'utilisation des temps, alors on a une prédominance du présent, cela ne fait rien, il y a plusieurs choses, je ne sais plus bien, mais on a également du passé composé, on a également un peu d'imparfait et aussi même du futur, hein, dans je le passerai à Christian. Voilà, mais ce qui prédomine, comme souvent dans la lettre, c'est le présent. Donc voilà pour les questions sur cette lettre. Alors je précise que Daniel Salnave n'est pas un auteur très, très connu. Et je m'excuse d'avoir oublié donc de signaler son nom quand je vous ai lu le texte. Voilà. Alors, une autre lettre. Alors, ce qu'on appelle une lettre ouverte. Une lettre ouverte, c'est une lettre qui s'adresse à un grand public et qui attend des répercussions et des réactions. Alors, il s'agit d'une lettre ouverte tirée du magazine Phosphore, qui est un magazine pour les jeunes, et qui est écrite par Nicolas Hulot, qui est un reporter, un écologiste et écrivain, qui notamment animait une émission qui s'appelait Ushuaïa, et qui parlait de la nature et de l'environnement. Chers lecteurs de Phosphore, en 2006, Nicolas Hulot pense présenter sa candidature centrée sur la défense de l'environnement à l'élection présidentielle de 2007, mais il y renonce. Début 2007, il propose un pacte écologique dont il parle ici aux lecteurs. C'est à toi d'ouvrir les yeux maintenant, tu le sais comme moi, aux terribles injustices qui ravagent l'humanité et qui font que l'espoir des 2/3 de la population mondiale ne consiste plus qu'à tenter de survivre au jour le jour. Vient s'ajouter le fardeau d'une empreinte écologique excessive. Plus personne ne peut le nier. Les scientifiques sont unanimes et nous le constatons chaque jour. Jamais dans l'histoire de l'humanité les menaces n'ont été aussi grandes. Cette fois, c'est le fragile équilibre de la vie même qui est en jeu. Ce sont l'air, l'eau, le sol, le climat, les océans, les fleuves, les forêts, les animaux, les plantes, les glaciers que nous sommes en train de massacrer méticuleusement. Tous les équilibres et les ressources qui garantissent notre milieu de vie se trouvent compromis. La civilisation ne tient plus qu'à un fil. De même que l'homme a une part de responsabilité dans cet état des lieux, il a tout autant la possibilité et la capacité d'inverser ce processus. Nous avons perdu la tête, nous nous sommes lancés dans une course infernale au toujours plus,
toujours plus de biens, de production, de consommation, de déplacement, alors que la simple raison nous dit que la croissance infinie dans un monde fini est une absurdité. Nous avons failli par aveuglement. Alors c'est à la jeunesse du monde de faire preuve de lucidité, de montrer sa force et sa détermination pour faire mieux, beaucoup mieux que nous, c'est-à-dire autrement. Tous ensemble, vous avez un formidable défi à relever. Comment redresser la situation, accomplir la vaste mutation de nos structures économiques et sociales, modifier en profondeur notre manière et nos raisons de vivre. Comment faire mieux avec parfois moins? Comment protéger et partager équitablement nos ressources et nos richesses entre tous les êtres vivants? Seuls des citoyens responsables et solidaires favoriseront le passage de cette société de l'avoir que nous incarnons à cette société de l'être qui est la seule société écologiquement viable. Voilà le grand chantier à mettre en œuvre pour ta génération. Toi et tes amis, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Devenez des consommateurs avertis. Partagez vos bonnes idées, vos bonnes pratiques. Ouvrez le chemin et soyez avocats de la vie et citoyens de la terre pour tendre vers plus de liens et moins de biens. La nature nous parle et nous ne l'écoutons pas, écrivait Victor Hugo. Il est temps aujourd'hui de démontrer le contraire. Je suis pour ma part optimiste, et cela grâce à toi, à tous les jeunes qui se mobilisent et s'engagent dans l'action de leur vie personnelle, comme professionnelle pour notre avenir à tous. Merci du fond du cœur de soutenir aussi largement le pacte écologique. Je suis particulièrement touchée par ce précieux appui. Alors on voit dans ce texte assez visionnaire, puisque nous sommes en 2007, et on voit déjà que Nicolas Hulot envisage tout ce qui est renouvelable, tout ce qui permet de produire moins, des choses sur lesquelles on met l'accent particulièrement en ce moment, notamment au collège d'ailleurs, en fabriquant des éponges lavables et ce genre de choses, pour ne pas utiliser des choses jetables et pour ne pas épuiser les ressources de la planète. Alors, on remarque que l'auteur s'adresse directement au lecteur et qu'il tutoie, puisqu'il s'adresse à des jeunes, mais à travers chaque lecteur, il s'adresse à l'ensemble de la jeunesse. Parce qu'il dit, c'est à toi d'ouvrir les yeux, toi et tes amis, grâce à toi et à tous les jeunes. C'est le principe de la lettre ouverte qui vise un large public. Et il leur dit de devenir des consommateurs. Alors, consommateur, c'est évidemment formé à partir de consommateurs et acteurs, c'est ce qu'on appelle un mot valise, c'est-à-dire que l'on doit consommer, mais pas n'importe comment, consommer intelligemment en étant acteur de notre avenir, c'est-à-dire en jouant un rôle, mais en jouant un rôle dans la vraie vie. Alors, au passage, une petite figure de style. Ce sont l'eau, le sol, le climat, les océans, les fleuves, les forêts, les animaux. Il s'agit ici d'une énumération. Et si on avait eu un crescendo, on l'aurait appelé une gradation. Je répète beaucoup les mêmes choses, mais pour être sûr que ça finisse par être un réflexe. Alors, des constats dans des termes parfois un petit peu complexes, sur le fait que nous épuisons les ressources. Il dit notamment que nous avons failli par aveuglement. Alors failli, ça veut dire échouer. Donc nous nous sommes trompés par aveuglement, c'est-à-dire en ne voyant pas ce que nous étions en train de faire. Une autre expression qui est passer d'une société de l'avoir à une société de l'être. Ça, c'est presque philosophique. Voir donc les ressources qu'on a en nous-mêmes, au lieu d'essayer de toujours acquérir des choses, des objets. C'est effectivement un grand défi, un défi qui est lancé à la Genève, un formidable défi. Et il propose à la jeunesse de faire mieux que la génération d'avant, c'est-à-dire que lui-même. Alors, je vais vous demander, petit travail de réflexion, d'argumentation, de réfléchir à des arguments de deux catégories, c'est-à-dire en quoi les jeunes peuvent effectivement jouer un rôle dans ce défi du pacte écologique, et d'un autre côté, en quoi pensez-vous que les jeunes n'ont pas le pouvoir de jouer un rôle dans ce même défi. Donc des arguments pour et des arguments contre. Voilà, essayez de réfléchir à ceci. Et également, je vous propose en mot du jour que
que j'ai déjà oublié. Le mot du jour. Méticuleusement. Nous sommes en train de massacrer méticuleusement la planète. Dans cette expression exécutée ici d'une manière un peu étrange, hein, parce que méticuleusement, c'est précisément, régulièrement et avec beaucoup de soin. Hein. Quand on fait quelque chose méticuleusement, c'est quand on essaie de le faire bien et d'être efficace. Donc le mot méticuleusement. Hein. Et essayez de l'employer méticuleusement. Alors, une dernière lettre. Cette fois-ci, une lettre beaucoup moins engagée, une lettre familiale. C'est une lettre de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, le peintre, le fameux peintre qui a peint notamment les tournesols. Peintre qui, de son vivant, n'a vendu qu'un seul tableau, alors qu'aujourd'hui, ces tableaux valent des millions d'euros. Alors, Vincent Van Gogh a écrit des lettres à son frère, Théo Van Gogh, et qui ont été publiées dans un recueil. En voici une. Paysage. Van Gogh vient d'arriver à Arles, ville du sud de la France, où il compte s'installer. Arles, le 21 février 1888. Mon cher Théo, durant le voyage, j'ai pour le moins autant pensé à toi qu'au nouveau pays que je voyais. Seulement, je me dis que plus tard tu viendras, peut-être toi-même souvent ici. Il me semble presque impossible de pouvoir travailler à Paris, à moins que l'on ait une retraite pour se refaire et pour reprendre son calme et son aplomb. Sans cela, on serait fatalement abruti. Maintenant, je te dirais que pour commencer, il y a partout au moins 60 cm de neige de tombée, et il en tombe toujours. Arles ne me semble pas plus grand que Breda ou Mons. Ce sont des villes de Belgique et des Pays-Bas. Avant d'arriver à Tarascon, j'ai remarqué un magnifique paysage, d'immenses rochers jaunes, étrangement enchevêtrés des formes les plus imposantes. Dans les petits vallons de ces rochers étaient alignés de petits arbres ronds au feuillage d'un vert olive au vert gris, qui pourraient bien être des citronniers. Mais ici, à Arles, le pays paraît plat. J'ai aperçu des magnifiques terrains rouges plantés de vignes avec des fonds de montagne du plus fin lilas. Et les paysages dans la neige avec les cimes blanches, contre un ciel aussi lumineux que la neige, étaient bien comme les paysages d'hiver qu'ont fait les Japonais. Voici mon adresse, restaurant Carrel, 30 rue Cavalerie, Arles, département Bouches-du-Rhône. Je n'ai encore fait qu'un petit tour dans la ville, étant plus ou moins esquinté hier soir. J'écrirai bientôt. Un antiquaire où j'entrais hier dans la même rue ici me disait connaître un Monticelli. Avec une bonne poignée de main à toi et aux copains, tout à toi, Vincent. Monticelli, c'est un peintre marseillais que Van Gogh admirait. Alors, d'après cette lettre, pour quelle raison Van Gogh est-il venu s'installer à Arles? Bien sûr, ce qu'on comprend, c'est qu'il veut fuir l'agitation de Paris, puisqu'il dit « Il me semble presque impossible de pouvoir travailler à Paris », pour reprendre son calme et son aplomb. Son aplomb, c'est son assurance et sa bonne santé. Donc pour lui, à Paris, on ne peut pas travailler correctement et sereinement. Alors, pour ce qui sont des formules, donc on remarque qu'on a ce qui se met régulièrement dans les lettres, c'est un code aussi, le lieu et la date. Arles, le 21 février 1888, hein, donc au 19e siècle. L'adresse Mon cher Théo et à la fin, tout à toi, hein, qui montre la relation familiale et affectueuse. Et on voit aussi cette affection qu'il lui porte dans le début, puisqu'il dit « J'ai pour le moins autant pensé à toi qu'au nouveau pays que je voyais ». Donc on voit qu'ils sont très proches. Alors, quel effet cette lettre a-t-elle pu avoir sur son destinataire? On imagine que le destinataire a déjà été ravi d'avoir des nouvelles de son frère, puisqu'ils ont l'air proches, ravi aussi de savoir qu'il se plaisait à Arles, et que ces belles descriptions ont dû lui donner envie de venir lui aussi. Alors, on a des verbes indiquant la perception visuelle, comme par exemple « j'ai remarqué » un magnifique paysage, « j'ai aperçu » deux magnifiques terrains, le pays que je voyais, alors on a des descriptions très précises également, avec des termes un petit peu plus complexes, comme par exemple les rochers jaunes étrangement enchevêtrés de formes les plus importantes. Des choses qui sont enchevêtrées, c'est qui sont mélangées les unes dans les autres très étroitement.
un peu comme tressé. Avec par contre des expressions plus familières quand il parle de 60 cm de neige de tombée. Alors on ne dit pas il y a 60 cm de neige de tombée, mais 60 cm de neige sont tombés. De tombée, c'est du registre de la langue orale. Il dit également qu'à Paris on pourrait être abruti. Alors abruti pas dans le sens de l'insulte, hein, mais abruti, ce qui veut dire que comme abruti de fatigue, abruti de bruit, c'est-à-dire rendu presque sans réflexion par quelque chose qui vous accable. Et globalement, on voit donc que le sentiment de Van Gogh à propos de Arles est très positif, et la description qu'il en fait donne envie, hein, avec également les couleurs, hein, puisqu'on parle de paysages de neige, de cimes blanches, mais également des terrains rouges avec des vignes, des montagnes du plus fin lilas, donc nuance de mauve, des feuillages d'un vert olive au vert gris, et on imagine déjà les futurs tableaux qui vont être peints, et on voit aussi là le regard de l'artiste. Quelques petits points sur la conjugaison, avec l'emploi notamment du futur, tu viendras, je te dirai, du passé composé, j'ai remarqué, j'ai aperçu, de l'imparfait descriptif, dans les petits vallons de ces rochers étaient alignés de petits arbres, et avec également un conditionnel. Qui pourrait bien être des citronniers, donc on n'en est pas sûr, hein, c'est le conditionnel de l'incertitude. Donc rappelons que le conditionnel se forme avec le radical du futur et les terminaisons de l'imparfait, hein, et qu'il est soumis à une condition ou qu'il peut indiquer un souhait ou un fait incertain. Donc ici, qui pourrait être des citronniers, il n'en est pas sûr, hein. Il imagine que ce sont des citronniers, mais c'est soumis à vérification. On pourrait avoir aussi, sous forme de souhait, je voudrais que ce soit des citronniers, ou de conditions, hein, qui pourraient être des citronniers s'ils n'avaient pas d'autres caractéristiques qui disent tout à fait le contraire. Donc voilà pour l'emploi du conditionnel. Bien, donc je vous rappelle votre petit travail d'argumentation, hein, argument pour, argument contre sur le poids des jeunes sur l'avenir. Et je vous dis à demain. Bonne journée. Travaillez bien.